L'échiquier international, bienvenue à vous. Raza, situation est effroyable. Les enfants payent le lourd tribut. D'ailleurs, nous allons vous lire un petit texte concernant un témoin de Raza qui nous raconte le quotidien effroyable là-bas, en ces lieux. Alors, des familles sont décimées, des grands-parents, petits-enfants sont tués, sans parler des 5 journalistes tués cette semaine. C'est la nuit généralement que la mort frappe, les obus tombent de partout, lancés par l'artillerie au sol, par les avions et par les mers. Personne ne trouve le sommeil. Raza depuis des mois. Au réveil, on découvre que la nourriture est rare et les denrées encore introuvables se vendent à des prix exorbitants. Les prix des œufs a été multiplié par 40, sans parler de ce qu'on ne trouve plus et qui accentue la famine. Les légumes généralement, la viande et les fruits. La plupart des tariettes, cuisines communautaires et centres de distribution ont cessé de fonctionner. Tout le monde a faim à Raza, surtout la nuit. Par exemple, au lieu de manger une tranche de pain le soir, il est préférable de la laisser pour le lendemain. Voici le bout d'un témoignage de Merdad Jamel, journaliste palestinien de Raza, publié il y a quelques jours, paru dans le journal Beyrouthi As-Safar al-Arabi. Raza, le temps s'allonge, ce qui vaut à la famine et le sang. On en parle tout de suite. Et pour parler de la situation à Raza, la situation effroyable et difficile, comme le témoignage qu'on vient d'entendre nous le confirme, je reçois avec nous ce soir Saïd Bouamama, sociologue et militant. Saïd Bouamama, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Saïd Bouamama, à Raza, le temps s'allonge, ce qui équivaut à la famine et surtout au sang. Et en attendant, pas de cessez-le-feu pour l'instant. Ça veut dire que la souffrance du peuple razaoui va encore durer d'ici les prochains jours. Malheureusement, oui. Nous sommes devant un régime colonial qui est complètement acculé, qui vit une défaite morale sans précédent depuis 1948 et qui, par conséquent, joue le tout pour le tout. C'est-à-dire tente de mettre en place une situation où la vie est complètement impossible à Gaza dans l'espoir de faire fuir le maximum de Palestiniens. Nous n'avons pas affaire, dans ce qui se passe aujourd'hui, à des actes inconsidérés, mais à une politique construite, à une politique consciente. Prenons en compte la défaite morale de l'État d'Israël et la volonté de régler la question par la force, le plus rapidement possible, parce que la communauté internationale, la communauté des peuples, de plus en plus, voit le véritable visage de ce qu'est une colonisation de peuplement. Pendant longtemps, on a pu semer des illusions sur le fait que, en Israël, la colonisation de peuplement serait différente de celle qu'on a pu connaître aux États-Unis ou en Algérie même. Et la réalité montre que toute colonisation de peuplement conduit au génocide. Pourtant, Saïd Bouamama, le 18 mai dernier, le sujet des négociations a refait surface, c'est-à-dire tout bonnement mettre fin au massacre, sauf que Netanyahou et sa coalition évoque ouvertement d'envahir Gaza dans sa totalité. Donc, d'un côté, on a une coalition fasciste qui parle ouvertement d'envahir Gaza, et d'un autre côté, on a des diplomaties occidentales qui ne sont pas dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes, dans la même thématique. On ne semble pas parler, ou en tout cas discuter de la même chose. D'un côté, Netanyahou affirme envers Gaza, et d'un autre côté, on parle d'un cessez-le-feu. Oui, absolument, mais on a là le résultat de l'impunité d'Israël depuis 1948, qui fait que toute une partie de la classe politique israélienne considère aujourd'hui que jamais ils ne seront lâchés par leur soutien. Et c'est dans ce sens-là qu'on a aujourd'hui cette dichotomie entre, d'une part, le tout pour le tout d'un Netanyahou, quitte à effectivement devenir le synonyme du massacre, et d'un autre côté, des tentatives diplomatiques de faire pression sur Israël. En réalité, tant qu'il n'y aura pas de sanctions précises, tant que la communauté internationale ne prendra pas ses responsabilités comme elle l'a pris pour l'apartheid, par exemple, tant qu'il n'y aura pas de mesures qui poussent l'État sioniste à faire attention, eh bien, nous serons dans ce type de scénario. C'est-à-dire qu'une impunité ne se brise qu'à partir du moment où il y a sanctions concrètes. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, la pression doit être faite
pour ne pas se contenter de dénonciations, mais pourrait exiger qu'il y ait des sanctions. Il faut passer de l'état de dénonciation à l'état de sanction aujourd'hui. Même des gouvernements qui ont toujours soutenu Israël jusqu'à présent sont contraints de changer leur discours devant l'aspect ignoble de la situation. Il faut désormais leur demander d'aller plus loin et exiger, réclamer que des sanctions précises soient prises. Pour l'instant, on n'en voit pas en tout cas le début de cette... oui, il y a une dénonciation en tout cas dans la posture, mais dans les faits, rien n'est en train de s'organiser allant dans ce sens-là. On a vu par exemple Paris et Londres émettre des critiques. Le chef de la diplomatie allemande, lui, Johann Wattfull, affirme être contre les expulsions des Palestiniens, tout en continuant d'un autre côté de vendre des armes à l'entité sioniste. L'Espagne, par exemple, plaide par la voix de José Manuel Alvarez pour un embargo généralisé. Mais Saïd Bouamama, tout ça semble, comme vous l'avez dit, des arguties. Il y a des débats. Mais, par exemple, l'accord d'association continue entre l'Union européenne et l'entité sioniste, qui se poursuit d'ailleurs sur fond de nettoyage ethnique. Donc on a l'impression que c'est juste des postures et que la diplomatie européenne est tétanisée et n'arrive pas à aller plus loin dans des actions efficaces et effectives pour arrêter ou stopper le massacre de civils. Alors, je pense qu'il ne faut pas simplement parler de tétanie. Je pense qu'il faut prendre en compte l'enjeu géostratégique de la région et la signification pour un certain nombre de grandes puissances du contrôle de cette région. Et depuis 1948, Israël est un des éléments qui permet le contrôle de cette région. Et par conséquent, le changement de politique va être radical. En réalité, aujourd'hui, prendre ses distances avec Israël, c'est rompre avec la politique de contrôle de la région depuis près d'un demi-siècle. Par conséquent, le changement est important et je crois qu'il ne parviendra, qu'il ne se mettra en place que si on poursuit ce qui a déjà été enclenché, c'est-à-dire la mobilisation internationale. Et moi qui vis en Europe, eh bien la mobilisation ici pour faire pression sur chacun des gouvernements et sur l'Union européenne. En réalité, la place géostratégique du Moyen-Orient est telle, et le rôle de la Palestine dans le contrôle de la région est tel que les grandes puissances ne cesseront leur soutien à Israël qu'à partir du moment où ils auront plus à perdre qu'à continuer de soutenir l'État d'Israël. Donc ça suppose de monter en pression, de monter en mobilisation. On a déjà fait d'énormes progrès cette dernière année. Jamais les mobilisations n'ont été aussi importantes, mais je pense qu'il faut poursuivre dans cette dynamique-là. Vous parlez de la mobilisation sur le terrain, c'est-à-dire la rue occidentale. Il y a de plus en plus de militants pro-palestiniens qui s'organisent au sein des capitales occidentales. On a vu des mobilisations se mettre en place à Amsterdam, Londres, Paris. Donc on voit aussi qu'il y a une dichotomie entre les gouvernements occidentaux et la rue européenne, si on peut présenter les choses comme ça. Absolument. Vous savez, si on a un regard sur le temps long, c'est-à-dire en comparant à l'histoire depuis 1948, force est de constater que jamais l'État d'Israël n'a eu une image aussi décrédibilisée qu'aujourd'hui. Des personnes qui étaient des sionistes convaincus aujourd'hui sont contraints de faire attention à leur discours. Bref, on a une transformation de l'opinion publique internationale. On a l'ensemble des argumentaires sionistes qui sont fragilisés et par conséquent, c'est maintenant qu'il faut qu'on continue à mettre la pression. Il faut aussi, c'est bien de parler aussi c'est bien de parler des États occidentaux, mais aussi il faut parler des pays arabes et leur rôle, comme les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Ils laissent faire depuis 1 an et demi. Ils ont pourtant l'arme du pétrole, du gaz. Les relations diplomatiques sont maintenues avec l'entité sioniste. C'est bien de critiquer les Européens, mais les monarchies conservatrices ont une responsabilité énorme face à l'histoire. C'est ce qu'avait dit aussi un journaliste autrichien dans les années 70. Il avait dit: les Arabes sont prêts à faire la guerre à Israël jusqu'au dernier Palestinien, pour souligner justement le cynisme de ces monarchies arabes. Absolument, absolument. Vous savez, la situation actuelle est incompréhensible. Y compris le 7 octobre n'a pas de sens en lui-même si on ne prend pas en compte la responsabilité d'un certain nombre d'États arabes dans la région et des monarchies en particulier. Et en particulier la signature des accords d'Abraham, en particulier cet isolement du peuple palestinien qui a été mis pas à pas en place. Et un des éléments qui explique le 7 octobre, c'est la volonté
de vie des Palestiniens et la volonté de casser le piège infernal qui s'était mis en place d'isolement, qui consistait en réalité à faire disparaître la question palestinienne par ce silence imposé par ces accords d'Abraham. Et donc je pense que ces monarchies sont responsables de la situation qui se passe d'aujourd'hui. Soyons mauvais esprit, est-ce que ces monarchies arabes ne sont pas aussi servies par la situation? C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, la disparition, en tout cas l'enfouissement de la question palestinienne ne fait pas leur beau calcul avec les accords d'Abraham? L'entité sioniste s'était approchée de certains monarchies arabes en leur disant ça serait bien de passer à un autre niveau de notre diplomatie en signant des accords. Et certains diplomates de ces monarchies ont dit que le problème, c'est que la question palestinienne était encore très populaire au sein de la rue arabe. Est-ce que cette fois-ci, les monarchies arabes ne sont pas aussi... est-ce que la question palestinienne n'est pas un obstacle pour aller signer des accords avec l'entité sioniste? Absolument. Vous savez, la mobilisation des peuples arabes en soutien à la Palestine est un clou dans le pied d'un certain nombre de dirigeants. S'il n'y avait pas cette mobilisation, nous aurions des accords qui vont beaucoup plus loin que ceux qui ont été signés. Mais la question n'est pas nouvelle. Il faut se rappeler que dans le passé, au prétexte de soutenir le peuple palestinien, un certain nombre d'États avaient en réalité des prétentions sur les territoires palestiniens. Il faut se rappeler le rôle qu'a pu jouer la Jordanie dans l'espoir de récupérer pour elle-même la Cisjordanie. Il faut se rappeler les ambiguïtés d'un certain nombre d'États arabes qui prétendaient soutenir le peuple palestinien, mais qui en réalité étaient attachés à des revendications territoriales pour eux-mêmes. Donc la question de l'intérêt d'un certain nombre d'États arabes vis-à-vis du peuple palestinien n'est pas une question nouvelle. Le peuple palestinien, en réalité, peut compter sur les peuples arabes, mais il a autour de lui un certain nombre d'États qui regardent d'abord leur intérêt économique. Quand on dit les États arabes, on a bien insisté pour parler des monarchies conservatrices, Absolument, certaines d'entre elles. absolument. On n'est pas parlé, par exemple, de l'Algérie. Objectivement parlant, l'Algérie a été un soutien à la cause palestinienne depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 60, hein, au lendemain de l'indépendance. C'est resté, en tout cas, une cohérence très, très fixe et très solide, au-delà des vicissitudes de l'histoire et des époques et des gouvernements, Saïd Bouamama. Vous pouvez en témoigner. Absolument, et c'est d'ailleurs une des raisons des attaques que subit aujourd'hui l'Algérie, que ce soit dans le rapport avec l'État français ou que ce soit avec le voisin marocain, les accords entre l'État d'Israël et le Maroc, les manœuvres militaires, les entraînements militaires conjoints avec l'armée sioniste, tout cela n'est pas le fait du hasard. C'est effectivement le fait que l'Algérie a été un repère avec d'autres dans le passé, mais c'est le repère qui était le plus durable et le plus conséquent. Il y avait aussi la Syrie qui jouait cette fonction-là, on l'a fait éclater, et donc on a effectivement des démarches consistant à isoler l'Algérie, voire à tenter de la déstabiliser, parce que ce soutien maintient une ligne de cohérence en soutien au peuple palestinien. Les Palestiniens ne s'y trompent pas d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai l'occasion fréquemment de rencontrer des responsables politiques palestiniens et il est clair que pour eux, le rapport à l'Algérie est un rapport particulier. Beaucoup de responsables de différents groupes de résistance disent qu'ils ont deux nationalités, une palestinienne et une algérienne. Vous avez dit il y a un instant la crise diplomatique entre Paris et Alger trouvait aussi sa raison dans le soutien indéfectible de l'Algérie à l'endroit de la cause palestinienne. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précis? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette idée qu'un certain nombre d'États empêchent, et dont l'Algérie, empêchent de trouver une solution qui permette l'installation permanente, durable, l'élimination de la question palestinienne. Alors, ce n'est pas la seule question entre la France et l'Algérie, il y a aussi la question du Sahara occidental, mais bref, l'Algérie apparaît comme étant un État qui continue, malgré les vicissitudes, qui continue à maintenir un certain nombre de principes sur la question de la libération nationale, sur la question du droit des peuples, sur la question du droit à l'autodétermination, et que de ce fait-là, l'idée de déstabiliser l'Algérie peut intéresser un certain nombre de dirigeants occidentaux et en particulier français
là où il y a une extrême droite en France, l'extrême droite a une matrice coloniale. Il y a d'autres pays où l'extrême droite a d'abord une matrice nazie. En France, l'extrême droite a d'abord une matrice coloniale. Et il est clair que l'Algérie fait partie des points de paranoïa de toute une partie de la classe politique française. De surcroît, on a eu une société française qui a été travaillée par l'imaginaire colonial pendant des décennies, des siècles, et qui n'a pas, et il n'y a pas eu de processus de décolonisation des esprits ici. Et donc les images de l'arabe, du musulman, de l'algérien qui sont véhiculées ici restent des images en termes de peur, de danger, en termes de sauvage, d'indigène. Et donc tout ça fait que on peut instrumentaliser le rapport avec l'Algérie pour des fins politiques internes ou pour déstabiliser ce pays. Alors, pour revenir à Raza au niveau des bilans, il faut peut-être en toucher un mot. On en est à 260 000 morts, et ce ne sont pas les chiffres du Hamas, comme on dit en bon accent, mais bien du journal scientifique britannique The Lancet, qui comptabilise également les morts indirectes, avec 20 000 enfants tués. Alors, des massacres qui sont assumés par l'entité sioniste. L'entité sioniste qui poursuivait, on le rappelle, pour crime de génocide devant la Cour internationale de justice, tandis que Benjamin Netanyahou est poursuivi pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. On ne peut nier ces faits que le terme de génocide est bien sur la table des juridictions internationales, mais pour l'instant, pas d'acte coercitif. C'est là peut-être où on voit l'impuissance de ces cours, c'est-à-dire qu'elles sont là pour condamner, mais pour aller au-delà en termes d'action coercitive, elles ne sont pas munies, elles ne sont pas armées, elles ne sont pas outillées pour stopper ce type d'action tragique. On l'a vu par exemple Netanyahou qui s'est empressé d'aller rendre visite à Viktor Orban, cyniquement pour envoyer un message clair à ces juridictions. C'est tout le droit international qui est en train de partir avec peut-être ce génocide, Saïd Bouamama. Alors, je pense qu'il faut vraiment être lucide sur ce qu'est le droit international. C'est à la fois des éléments de grands pas en avant, parce que les luttes des peuples ont imposé l'inscription dans le droit international d'un certain nombre de principes émancipateurs, mais en même temps, le droit international a toujours été le résultat du rapport de force. Rappelons-nous la question de la libération nationale de l'Algérie et comment, en termes de droit international, comment il a fallu se battre pour que l'ONU sorte des arguties habituelles que mettait en avant l'État français. Bref, le droit international est aussi fonction du rapport de force et des mobilisations. C'est pour cela que des principes peuvent rester, sont à la fois importants, mais peuvent rester inactifs tant qu'il n'y a pas une pression qui monte. Et je sais que c'est difficile de dire cela au moment où meurent chaque jour des Palestiniens, mais la réponse et l'aide qu'on peut donner aux Palestiniens, c'est véritablement de continuer à faire monter les dénonciations, à faire monter les mobilisations. C'est ainsi que les limites du droit international pourront être franchies. C'est-à-dire que c'est lorsque l'opinion sera devenue incontournable, l'opinion publique, qu'un certain nombre d'institutions seront contraintes de passer à une phase supérieure. Si je puis me permettre une remarque, Saïd Bouamama, peut-être qu'à l'époque de l'Algérie ou des époques un peu plus récentes, il y avait la guerre froide, donc le monde était un peu plus équilibré. Là, actuellement, on a une seule grande puissance, avec peut-être la Chine qui est loin derrière, mais en tout cas, l'ordre du monde est imposé par l'impérium américain, et cet impérium américain penche pour l'entité sioniste, c'est un secret pour personne. C'est peut-être là où il est difficile de stopper ou de canaliser ou de cesser tout massacre de l'entité sioniste envers la population de Gaza et de la Palestine en général. Vous avez raison, mais ça n'enlève rien à cette loi qui est que la mobilisation est le seul moyen pour faire céder un certain nombre d'institutions. Mais sur la dimension exceptionnelle de la situation, vous avez raison. Vous savez, la période contemporaine de l'humanité n'a jamais connu de situation dans laquelle nous étions dans un monde unipolaire avec une seule puissance prétendant dominer la planète. On a connu une période dans laquelle la puissance du monde était divisée entre la France et l'Angleterre, qui étaient les deux puissances coloniales les plus importantes, et donc avec des rivalités sur lesquelles on pouvait intervenir et jouer, d'ailleurs sur lesquelles les mouvements de libération nationale ont pu
à certains moments s'appuyer. Ensuite, on a eu la période de la guerre froide, et pour la première fois, on s'est retrouvé dans une situation, après la chute de l'Union soviétique, dans laquelle une seule puissance prétendait dominer le monde. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à un certain nombre de guerres qui, en réalité, étaient des guerres pour maintenir durablement ce monde unipolaire. Les guerres de Libye, de Syrie, d'Afghanistan, etc., sont toutes des guerres qui conduisent à des balkanisations afin de pouvoir maintenir durablement la dimension unipolaire du monde. Alors, au sein même de l'État colonial, il y a aussi des voix, entre guillemets, dissidentes qui critiquent ces opérations aveugles de destruction et de génocide, comme l'ancien numéro 2 des forces d'occupation sionistes et chef de l'opposition Galland, qui affirme que le passe-temps de l'entité sioniste est de tuer des bébés. Il a été accusé par Netanyahou d'être antisémite. Il est dans le viseur de ce dernier, tout comme l'ancien chef du Shin Bet qui a été sollicité dans un premier temps pour appuyer une réforme judiciaire qui permettrait à Netanyahou d'échapper à ses juges. Netanyahou n'a pas trouvé autre chose que de le marginaliser, de décocher à son endroit toutes les flèches possibles. En tout cas, on voit un Netanyahou avec une ivresse de puissance, l'hubris. Il ne trouve pas de pare-feu, il ne trouve pas d'obstacle. Il a les coups des franches, peut faire ce qu'il veut. Il met dans la gêne ses alliés traditionnels. Enfin, qui l'arrêtera, Saïd Bouamama? On a l'impression qu'il est seul, cavalier seul face au monde, et il fait ce qu'il veut pour opérer, en tout cas continuer sa feuille de route de génocide. Oui, mais il faut toujours se méfier des impressions de force totale. Ça fait un an et demi. Dans d'autres luttes de libération nationale, dans lesquelles, à certains moments, on avait l'impression que rien n'était possible et qu'en face, on avait un rouleau compresseur. En réalité, on a toute une série d'indices qui soulignent une crise profonde, et sans doute la crise la plus profonde du sionisme depuis la création de l'État d'Israël. Sans être exhaustif, on peut en citer un certain nombre. On a des réservistes qui refusent de retourner au combat parce qu'effectivement, on leur a fait faire un travail qui les traumatise aujourd'hui. On a, pour la première fois depuis 1948, plus d'Israéliens qui quittent Israël que de nouveaux arrivants. Et ça, c'est une des dimensions historiques de l'État d'Israël qui est aujourd'hui atteint. On a un sentiment d'insécurité, c'est-à-dire que le mythe d'un État qui peut protéger ses citoyens et qui serait invincible est, depuis le 7 octobre, atteint. Bref, on a un certain nombre d'indices qui soulignent une crise profonde à l'intérieur. Cela n'empêche pas Netanyahou de vouloir construire un consensus dans l'idée que ou bien vous êtes derrière moi, ou bien c'est la fin de l'État d'Israël. Et je pense qu'on est dans ce point de bascule. Bien entendu, le peuple palestinien quotidiennement paye cette course en avant de Netanyahou. Vous direz que le projet sioniste a échoué avec ces démonstrations de force, parce que normalement, quand on fonde un État, on devrait être beaucoup plus serein et essayer d'établir un relationnel apaisé avec ses voisins. Mais on voit des dirigeants sionistes qui sont de plus en plus dans une ivresse, dans un nihilisme et une force aveugle, une barbarie. Vous direz que le projet sioniste a définitivement échoué, paradoxalement, par rapport aux images qu'on voit? Je pense effectivement que nous sommes en train de vivre l'agonie du projet sioniste. Alors, une agonie peut durer longtemps, c'est-à-dire qu'une agonie peut encore se payer très cher pour le peuple palestinien, mais nous sommes dans une crise de crédibilité, dans une crise de légitimité, dans une absence de consensus au sein même d'Israël aujourd'hui. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. On a connu dans le passé des moments de fragilité, mais là, on a une crise de l'idéologie dominante et une remise en cause même des fondamentaux du sionisme par toute une partie de la société israélienne. Et c'est le mot de la fin, signé Saïd Bouamama. Saïd Bouamama, merci d'avoir été des nôtres sociologues et militants. Un plaisir d'avoir échangé avec vous. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international se conclura par ces mots. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News. Et on se retrouve demain.